30 minutes d'arrêt à la prochaine gare. Nous vous prions de nous excuser. Bonjour. Bonjour monsieur. Je vais vous prendre un pain au chocolat et un pain au raisin aussi, s'il vous plaît. Ah mais vous venez voir la virage du Tour de France. Non. Et voilà jeune homme. 19 sous qui font 1 franc et 40 qui font une thune. Une thune? Bah oui quoi. 5 francs ça fait bien une thune. Oui, oui. Au revoir. Au revoir. Vous verrez plus tard, une thune sera moins d'1 €. D'ailleurs, dans cette boulangerie, quand on payait avec des francs, Aristide Livarnet faisait du pain fendu. Il est drôle ce garçon. Bonjour. Bonjour. Je viens prendre un iced tea. Allez-y, servez-vous. Mais dépêchez-vous. Parce que moi, je vais voir Johnny. Dep? À l'idée, pardi. Où ça? À la salle des fêtes. Il chante à la salle des fêtes. Et dépêchez-vous. £1,50. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ben, des sous. Oui, bah ça ira. Allez, dépêchez-vous. J'ai pas le temps. Au revoir. Au revoir. Ah, enfin. Oui. Oui, tonton, c'est moi. Oui. Non, non, je suis pas Austerlitz. Justement, je t'appelle pour ça. Écoute, là, le train, il a eu un problème ou une panne. Et oui, bah, j'ai décidé de sortir et du coup, bah... Non, mais tonton, calme-toi, calme-toi. Oui. Non, mais je sais pas, le train, il a eu une panne et donc j'ai décidé de sortir. Oui, bah, c'est ça que je te dis. Bon, laisse-moi t'expliquer. Oui. Bah, j'ai décidé de sortir du train et donc là, j'étais m'acheter quelque chose et je pensais revenir à temps. Mais le train, il est déjà parti.
Oui. Je sais. Je suis où Angéville. Angerville, Hmm. ça commence bien. Si, il y a quelqu'un. Oui, bah j'y vais. Excusez-moi. Bonjour. Oui, oui, pardon, bonjour. Vous savez quand est-ce qu'il y a un prochain train? Oui. D'accord. Oui, oui, tonton, pardon. Oui, tonton. Oui, oui, il y a un train, t'inquiète pas. C'est ça. Bah écoute, je t'appelle quand il arrive, d'accord? Tonton? Allô? Oh non, 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 non. Non, mais c'est pas possible. Vous faites quoi ici toute seule? Vous attendez quelqu'un? Oui. Et donc? Ben, oui. Moi, j'attends le train du rêve. Parce que le train du rêve, c'est lui qui ramasse tous les souvenirs d'Angerville. Et quand il s'arrête à Angerville, vite, je monte dedans, je ramasse, je prends tous les souvenirs pour les emmène chez moi, pour les inscrire dans ce carnet que mon grand-père m'a donné. Vous aimez? Oui, oui. Et donc dans ce carnet... Ah, mais c'est mon trésor. J'allais pas le prendre, j'allais juste savoir ce qu'il y avait dedans. Mais c'est mes souvenirs d'Angerville. Bon, écoutez, depuis tout à l'heure, je comprends pas ce que vous dites. Déjà au centre-ville, on me parle de girafes et de Johnny. Là, je rate mon train, je vous pose s'il y a un prochain train, vous me répondez même pas. Mais je comprends pas là. Ah tiens, j'ai quelque chose pour vous. Ah. Attendez. Ça? Non? Non, non, pas ça. Non. Ça? Ça? Non? Alors ben ça? Non? Non? Non, ça va aller, merci. Pas gourmand, pas intelligent. Ah, mais là c'est mieux. Là c'est mieux. Hein? Oh, t'aimes pas ça, hein? Allez, donne. Ah. Tout d'abord, notre plaine de Beau, c'était un culte. Ignare. Non. Un culte veut dire qu'il n'était pas cultivé. Toi, ignare. En 1119, Hein? On sent quoi? l'an 1119, Ah oui,
1119. C'est vieux ça quand même. Louis VI. Louis VI. Enfin, je connais Louis XIV, mais Louis VI, je connais pas. Louis VI le Gros. Ah, il était gros en plus. C'est lui qui créa les Villeneuve royales. Le vieux chemin romain de Paris à Orléans passant par Saclay était dangereux, boueux. Les convois étaient attaqués et les messagers du roi très souvent étaient dévalisés. Alors, un nouveau chemin empierré est construit d'Étampes à Orléans pour que les postillons puissent porter en toute sécurité le courrier du roi d'un relais à l'autre. Un relais. Oui, la poste, pas les PTT. Les PTT? Les bottes de 7 lieues, tu connais? Ah oui, le petit poussé avec ses petites miettes de pain. Mais je vois pas le rapport. 4 x 7. 4 x 7, 28. Oui. Alors, tu sais qu'un cheval au galop ne pouvait parcourir que 28 km à la fois. Donc, il fallait des relais tous les 28 km. Donc, la distance entre Étampes et Toury, il fallait créer un relais à 28 km. Donc, Angerville était né. Ah. Angerville, au début, s'appela Angers-Régis, qui veut dire transport au service du roi. Et puis après, ils ont enlevé Régis, ils ont mis ville. C'était mieux. Et puis après, ils ont rajouté un mot, Lagatte, un mot de patois beauceron, Lagatte. Angerville-Lagatte. Oui. Un drôle de nom. Hein. Oui. Et bien là, si tu veux, c'était la voie royale Paris-Orléans. Ah bah, ça, j'ai bien vu. Ouais. Ben, il n'y avait pas de train dans le temps, hein. Mais bah, il n'y avait pas de panne surtout. Ben non, il n'y avait pas de panne, mais il y avait des routes. Ah, cette grande route, patache et postillon, timide marchand, grande dame en chaise, et mendiant traînant sa besace, et de droite, et de gauche, vaincu de la vie, les gueux qui crèvent dans le chemin. La voilà, cette grande artère. C'était la grande rue d'Angerville. Et vous voyez aussi, le postillon, il a un métier très difficile. Il doit être prêt à partir de jour et de nuit. Même la nuit. Ben oui, même la nuit. Les maîtres de poste ont du mal à se faire respecter de ces êtres turbulents. On le dépeint comme un séducteur, faisant ses charmes auprès de la gent féminine. Il est davantage critiqué qu'il n'est loué, parce qu'il mène très mal les chevaux qu'il conduit. Et puis, souvent, à l'auberge du Dauphin, il s'arrêtait beaucoup de postillons. Et dès qu'ils étaient là, leur principale idée, c'était de s'en aller dans la rue de l'église, au relais du Chapeau Rouge, alors là où ils se réunissaient tous. Et là, ils pouvaient profiter de la bonne chère d'Angerville et des belles filles. Ah, mais aussi, dans ce temps-là, la charge d'un maître de poste était très honorifique. Et elle se succédait de famille en famille. Le relais d'Angerville était très important pendant la Révolution. Il devait toujours y avoir 67 chevaux prêts à partir. 67 chevaux. Et à cette époque, Angerville vivait pauvrement, seulement du revenu des champs. Tiens, hop, le postillon. La moisson commençait autour du 14 juillet. Elle durait un mois. Certains faucheurs devaient couper 50 à 60 arts. 50 arts? Ça fait combien ça? Eh bien, ça fait 6 hectares, 60 arts. 6 hectares, ça Ouais. fait combien ça aussi? Eh ben, ça fait 6 hectares, ça fait 6000 mètres carrés. Ah oui. Voilà, par jour, les faucheurs couchaient dans les granges. Les moissonneurs partaient au champ dès le lever du jour, avec la cruche sur le dos remplie de vin coupé. Et le soir, après le souper, c'était la convection des liens, les yans. Tu sais ce que c'est? Les yans, non.
Enfin, moi, je suis pas de la campagne, hein, Oui, je viens de la ville. ça se voit bien, hein, ça se voit, oui. Avec de la paille de seigle, ils étaient faits. Et en plus, une équipe composée de femmes, de journaliers, d'enfants relevait les bottes. Quand la dernière gerbe rentrait à la ferme, là, c'était le plus beau de la journée. On plantait sur le sommet un bouquet de fleurs des champs. Le dimanche suivant, c'était la fête de fin moisson, la passée d'eau. Tu connais la passée d'eau? Non. C'est pas possible, c'est pas possible. Mais t'es arrivé là d'où? T'es tombé du ciel. Tu connais rien. On fêtait la dernière gerbe par un repas, où les patrons et les ouvriers partageaient le plaisir d'avoir terminé une œuvre aussi merveilleuse. Ce festin plantureux, accompagné de nombreuses chansons, est copieusement arrosé. Mignonne, quand la lune éclaire la plaine, au bruit mélodieux, lorsque l'étoile du mystère revient, sourire aux amoureux. As-tu parfois sur la colline, parmi les souffles caressants, entendu la chanson divine que chantent les blés fleurissants? Mignonne, quand le soir descendra sur la terre et que le rossignol viendra chanter encore, quand le vent soufflera sur la verte bruyère, nous irons écouter la chanson des blés d'or. Nous irons écouter la chanson des blés d'or. Bah, t'as bien l'air pressée ce matin, Marie. Oui, Irène, elle doit passer tout à l'heure à la maison. Elle doit refaire mon couvre-pied. Ah, bah tu vas être contente, hein. Irène, elle travaille à la perfection. Elle m'a refait le mien la semaine dernière. Bonjour les filles. Salut. Comment allez-vous? Ça va? Bien, j'espère. Car après-midi, c'est la Pentecôte à Demerville. Oh, ben oui, ça c'est vrai. Bah alors, on va danser tantôt. Oui, et c'est Génard qui fait la musique. Et on va sûrement danser le quadrille. Hein. Oh, ben c'est pas tant ça. Alors, Zéphirin, tu nous y emmènes, hein? Oui, mais avant, vous allez vous mettre en dimanche. Hein. Et moi, je vous prendrai sur le coup de 2 heures. Il fait beau. Donc, je vais sortir la jument et la carriole. Chouette, on va aller danser tantôt. Allez les filles, allez, bon appétit, à tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est ça que tu veux? Ah bah oui, c'est ça que j'ai besoin, merci. Ah, non. D'abord, je raconte mon histoire. Bah, tu sais, après l'armistice de 1945, la vie reprend ses droits. Pendant quelques années, celle-ci ressemblait à celle qui nous précédait depuis des années. À partir de 1950, un changement s'opéra progressivement. La motorisation des travaux des champs alla de pair avec la disparition des chevaux et des animaux dans les fermes. Le travail manuel fut remplacé par la motorisation. De nombreux ouvriers agricoles sont obligés de se reconvertir et ils retrouvent du travail dans l'industrie qui se développe. À ce moment-là, beaucoup en Beauce. Ainsi, pour tous ceux qui savent l'admirer et la comprendre, notre terre de Beauce a encore toute sa poésie. Enfin, bref. Mais attendez, et après c'est tout? C'est tout. Non, il s'est passé bien des choses à Angerville. Racontez-moi. Ah, non, ça serait trop long. J'ai tout mon temps. Ah, bah d'accord. On en était où? On n'en était pas où, mais quand. Anne de Bretagne est née à Nantes le 25 janvier 1477. Anne de Bretagne boitait. Elle dissimule ce défaut par un patin. Vive,
gracieuse, intelligente, des notions de latin, de grec. On lui enseigne la danse, le chant, la musique. Elle se marie le 6 décembre 1491 au château de Langeais avec le roi Charles VIII. Fou amoureux de sa femme, Charles VIII lui fait don du château du Clos-Lucé, près du château royal d'Amboise. Le 7 avril 1498, Charles VIII décède suite à un accident stupide. Il se heurte sur le linteau d'une poutre dans le château d'Amboise. Et il meurt comme ça. Mais oui, subitement. Nous sommes en 1498 et il n'y avait pas de médecin, pas d'hôpitaux pour le soigner tout de suite. Et il a dû faire le coup du lapin. Il s'est tapé dans une poutre. C'est vraiment un accident stupide. Suite à son veuvage, elle réside à l'Hôtel des Temples où le roi Louis XII lui rend de fréquentes visites. Très rapidement, on annonce le mariage d'Anne de Bretagne avec le roi Louis XII. La gracieuse princesse, âgée de 25 ans, était déjà veuve d'un roi de France et de secondes noces l'appelait au lit d'un autre roi. Et Temple attendait avec impatience. Voilà, la voilà! Vive la reine! Vive la reine! Louis XII avait voulu lui-même précéder son épouse pour tout préparer sur son passage. Mais la jeune reine, par un sentiment d'exquise délicatesse, s'arrêta quelque temps à Angerville et fait dire à son royal époux qu'elle désirait remettre à quelque temps son entrée dans Étampes. Aussitôt, on donna ordre que l'on apportât de la campagne des vivres afin que la reine soit reçue somptueusement. Sa vie ne fut pas simple. Elle eut plusieurs enfants qui, hélas, sont décédés très jeunes. Seule a survécu sa fille Claude, qui plus tard se mariera avec François Ier. Ah, mais oui, la reine Claude. D'ailleurs, c'est à cause de ça qu'on a baptisé cette célèbre prune, cette merveilleuse prune, la reine Claude. Ah. Par contre, François Ier, je connais. Ah bon? Ah, c'est bien ça maintenant. Quelques années plus tard, les Angervillois revirent Anne de Bretagne. Combien ce cortège différait du premier. La tristesse, le deuil, les larmes ont remplacé les chants de joie et les splendeurs d'une pompe royale. Le 5 janvier 1514, Anne de Bretagne, âgée de 37 ans, venait de rendre son dernier soupir à Blois. Louis XII décida de faire des funérailles somptueuses. Un mois plus tard, le convoi partit de Blois. Elle allait être ensevelie à Saint-Denis auprès des rois et des reines de France. Le chariot qui transportait le corps était orné d'une croix de satin blanche. Mené par 6 chevaux, harnachés de velours noir. Et quand venait le soir, le corps était accueilli dans la plus noble église. Les prêtres et les paroissiens venaient au-devant du cortège. Après être passés à Saint-Laurent, Cléry, Artenay, le lendemain de son passage à Janville, la noble reine fut conduite à Angerville à la porte de l'église et il y avait écrit ce qui suit. « Pleure avec nous, village» le royal corps que les gens repaisent joie,
en le voyant priant Dieu qu'en paix soit, et que l'âme ne soit pour danger en ville. Ce jour de février 1514, les Angervillois et les prêtres réunis devant leur église sont venus prier pour le repos de leur reine et lui chantent le credo du paysan. Tu sais, faut pas pleurer, ça fait longtemps. Oui, mais c'est triste. Elle était belle, la reine. Tournez la page. Oh oui, tournons la page. Quand Henri IV est passé à Angerville, l'église était bien plus petite qu'elle n'est actuellement. 1/3 seulement. Elle est sous le patronage de Saint-Pierre et Sainte-Eutrope. Tu connais Sainte-Eutrope? Sainte-Eutrope, non. Ça ne m'étonne pas. Elle a été fondée par Gilette Dupont au XIe et XIIe siècle. Et elle a été remaniée en... Oh, attends, je ne me rappelle plus, je regarde dans mon carnet. Non, elle a été remaniée, comme en témoigne la date de 1592, sur une clé de voûte. Ah, elle a grandi comme le village. Chaque génération lui a apporté sa pierre. L'église est pour les habitants un point de ralliement où les prêtres bénissent les naissances, les baptêmes, les mariages et les deuils. C'est un lieu de refuge dans le danger. C'est l'école où les garçons vont apprendre à lire, à compter, à écrire. Et pas les filles? Non, dans ce temps-là, il n'y avait que les garçons. Et c'était les curés qui apprenaient aux garçons à l'école, à l'église. Un lieu sacré où le laboureur offre la première gerbe de blé de la moisson et le vigneron la première grappe mûrie de sa treille. Sa treille? Oui. N'oublie pas qu'il y avait des vignes dans les pentes de Villeneuve. On faisait du vin en Gerville. Des vignes ici? Oui. Et c'était un lieu ouvert à tous. Notre clocher abrite 3 cloches. Pierre-Gabriel, Victoire-Marie et Cécile-Émile. Ah, maintenant ils ont des noms. Mais ils ont toujours eu des noms, même dans le temps. Hein, tout le monde, et même Cécile-Émile, tu vois, je les ai connus tous les deux, Émile et Cécile. Et la cloche a été montée dans le clocher en 1972. Et moi, je l'ai vu monter la cloche. Ah, ça t'en bouge un coin, ça, hein? Ah, l'Angélus, elle sonne 3 fois par jour. À l'aube, le soir, le midi et le soir au coucher du soleil. Ah, ce sont les cloches qui sonnent les joies et les peines de tous les Angervillois. À Angerville, la noblesse du pays ne s'élève guère au-dessus du niveau de la haute bourgeoisie. Quand la Révolution éclate, Angerville n'a pas à souffrir de ses effets directs. Cependant, tout le monde est surveillé, et particulièrement les églises dans lesquelles les révolutionnaires n'hésitent pas à se manifester. Le clocher fut coiffé d'un bonnet phrygien et la cloche envoyée à la fonderie. La garde nationale et sa musique, le jour où on plantait l'arbre de la liberté, au moment de la communion, se mirent à jouer le Ça ira. Alors là, c'en était trop. D'un bond, le curé Rousset arrête, tape sur le bras droit du chef des musiciens et lui somme d'arrêter cet air qui n'est propre à jouer, qui est indestin à jouer dans les églises et qui n'est propre à jouer que dans les rues. Et le chef des musiciens lui rétorque que ce air se joue dans toutes les églises du royaume, pendant le temps de l'office, et que la réaction du sieur curé est un manque de civisme et un acte de rébellion pour la nouvelle constitution.
bon Sully, comme toujours, vos conseils me sont précieux. Et quelle merveilleuse idée avez-vous eue de nous faire arrêter à Angerville pour souper au Saint-Nom de Jésus. Dans cette auberge, tout est parfait. Les aubergistes sont charmants. L'accueil est chaleureux. Et ce décor somptueux. Et alors, cette délicieuse poule au pot, quel régal! Bien grasse, bien dodue, bien ronde, comme je les aime. C'est la meilleure que je vais manger de toute ma vie. Et par-dessus tout, arrosée d'un bon verre de Jurançon, le célèbre vin de mon pays, je suis au comble du bonheur. Voyez-vous, mes chers amis, le désir le plus cher serait que chaque dimanche, tous les gens de mon pays puissent mettre une poule dans leur pot. Un grand merci à tous les aubergistes. Ah, ces plantureuses auberges, aux cuisines flamboyantes, aux tables si accueillantes, qui avant la suppression des diligences par le chemin de fer, faisaient la grande rue d'Angerville un véritable pays de cocagne. Et cette grande rue d'Angerville, c'est la voie royale Paris-Orléans. Ah, nous sommes en 1577. Angerville compte 1200 habitants pour 300 feux. Vous vous rendez compte? 45 brûlent pour des voyageurs à pied ou à cheval. 45 auberges pour un aussi petit bourg. Ou le Cheval Bardet, où les ambassadeurs vénitiens sont passés et ont dit avoir été très bien logés. D'ailleurs, c'est l'auberge du Cheval Bardet et l'auberge, la première dont on en trouve trace dans les registres paroissiaux. Au Saint-Nom de Jésus, qui plus tard s'appelle l'Hôtel de France. Écoute, l'Hôtel de France, au début du XXe siècle, il y avait un propriétaire qui s'appelait Monsieur Payen. Et lui, il a décidé que Payen, Saint-Nom de Jésus, ça n'allait pas. Alors, il a décidé d'appeler l'hôtel l'Hôtel de France. Le travail était dur pour les paysans, ravitailler toutes les auberges. Il fallait trouver les produits de la terre et de la chasse. Parce que quand tous ces grands seigneurs venaient manger, ils étaient contents de se régaler avec du chevreuil ou du faisan. Du chevreuil? Ben oui. Ah bah j'en ai jamais mangé. Ça m'étonne pas de toi, on voit bien que tu viens de la ville. Mais si tu veux manger du chevreuil, va à l'Hôtel de France, ils en servent encore. Ah, dans nos auberges, le nombre de personnages illustres qui sont passés, tu ne peux pas t'imaginer. Je ne veux pas en louper un, je vais te dire, parce que dans mon grand carnet, j'ai dois les avoir. Oui, je les ai, oui. En 1329, Philippe VI de Valois passe à Angerville. En 1466, Louis XI, il dîne à Angerville au Cheval Bardet. Tu vois déjà le Cheval Bardet. 1562, Charles IX dîne à Angerville. 1577, les ambassadeurs vénitiens, le 18 mai, ont déjà logé au Cheval Bardet. Je te l'ai déjà dit tout à l'heure. 1589, Henri IV à la Belle Image, il dîne à la Belle Image. Et en 1592, il est revenu, il avait sûrement trouvé que c'était bon. Alors il est revenu, il a dîné à Angerville. Et selon la légende, il aurait dîné au Saint-Nom de Jésus. Et il serait, paraît-il, régalé avec le célèbre pâté d'alouette qui plus tard devint la célébrité de cette auberge. Et toujours, selon la légende, ainsi qu'une merveilleuse poule au pot d'Angerville. Cette poule au pot était si bonne qu'il aurait, paraît-il, dit au cours de ce repas, « Je souhaite que chaque dimanche, tous les gens de mon pays aient une poule au pot dans leur assiette. »
Et puis le 7 juillet 1614, c'est Louis XIII, qui n'avait que 14 ans. Il a dîné et passé une nuit au Cheval Bardé. Le 2 avril 1808, Napoléon passe à Angerville. Le 13 avril 1814, c'est la princesse d'Angoulême qui est reçue avec faste à Angerville par la municipalité. Là, des arcs de triomphe étaient dressés dans les rues en son honneur. Il n'y a que Louis XVI. On n'a pas vu sa tête. Oh, sûrement qu'il l'a perdue ailleurs. Ce 10 mai 1735, Angerville a vu naître Pierre Eutrope Montigny. Il était le fils d'un serrurier qui l'avait élevé dans sa profession. Ce personnage intelligent, sans instruction particulière, reprit les affaires de son père. Mais sa grande passion, c'était de construire des merveilleux petits mécanismes. Donc, comme tous les ans à Angerville, se trouve la foire de la Saint-Hubert. Et ce 4 novembre 1785, Montigny installe au-dessus de sa boutique, sur la place du Marc III, une drôle de machine qui fonctionnait depuis des années. C'était une horloge à automate, animée de petits personnages qui sortaient de leur boîte magique pour marquer les heures, les demi-heures et les quarts d'heure. Ah, bientôt, cette horloge a eu une telle renommée que les gens arrivaient de partout et que le trottoir de notre serrurier était rempli de badauds. Et la conversation allait bon train. « Ah, c'est cette horloge qu'on entend parler dans toute la région. » Et l'autre qui disait « Oui, même il paraît que la diligence de Paris, elle s'arrête à midi et ils accourent tous pour voir sonner midi. »« Ah, taisez-vous, il est midi. Elle va sonner. Ah, regardez le Jacquemart qui tape les 12 coups sur l'enclume. Ah, et puis celle qui danse avec un ours. Ah, et l'autre qui joue de la trompette. Et puis l'ours qui danse. Et puis le singe qui fait la cabriole. » Cette horloge avait une telle renommée et notre génial inventeur était malin. Comme tous les Angervillois, c'était un malin. Parce qu'un jour, figurez-vous, qu'il a été appelé à Monnerville pour réparer l'église du clocher. Et comme d'habitude, le curé l'invite à manger. Le repas était excellent. Et quand le fromage fut terminé, comme c'est la coutume en Beauce, il a claqué son couteau. Tu la connais pas, la coutume du couteau en Beauce? Ah! Et bien, quand on a fini de manger, après le fromage, le maître charretier, le chef, il claque son couteau, il le met dans sa poche, et c'est fini, il n'y a plus personne qui mange, hein, c'est terminé. Alors donc, notre serrurier avait mis son couteau dans sa poche, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que la servante avait fait un magnifique gâteau qu'elle vient lui présenter devant lui. Et lui, malin mais gourmand, comment il allait faire? Le couteau était dans sa poche, il ne pouvait plus le rouvrir. Ah! Mais il s'est mis à raconter une histoire de sa géniale invention. Eh bien, vous savez pas, l'autre jour, j'étais attaqué sur le chemin d'autrui par une bande de pillards. Ben, vous savez, moi, je ne me laisse pas faire. Hein. J'ai pris mon couteau et puis hop, je les ai chassés comme ça. Eh bien, voilà. Il avait sorti son couteau, il allait pouvoir manger du gâteau.
Bien sûr, il était malin, notre serrurier, mais il était têtu aussi, parce qu'il n'a jamais voulu donner le secret de son mécanisme. Et la pendule, en mai 1828, sonna la dernière heure du son génial inventeur et du merveilleux mécanisme. Tellement têtu qu'il ne montra à personne le secret de son mécanisme, même pas à son ouvrier. Alors, la pendule fut démontée, brouettée, tiraillée, emmenée à la finie sur le tas de ferraille d'un chaudronnier. Ils ont essayé de la remonter, de lui redonner vie, de redonner vie aux marionnettes, mais rien n'était possible. Et alors, c'est le jour-là, elle sonna à sa dernière heure, elle ferma les yeux pour ne plus jamais les rouvrir. Hâtons-nous de reprendre notre marche, car le temps, cette autre grande horloge, vient de sonner l'heure de la Révolution. Henri-Alexandre Tessier est né le 16 octobre 1741 à Angerville. Il était le fils du notaire. Ce notaire avait une nombreuse famille et de conditions modestes. Cet enfant intelligent, brillant, travailleur, et ayant compris que la nécessité de s'élever était seulement par le travail, réussit à quitter le bourg grâce à une bourse d'études qu'il obtint de l'archevêque de Paris. Il fut nommé directeur des bergeries royales à Rambouillet. Et c'est là qu'il réussit à convaincre Louis XVI d'acheter ce célèbre troupeau de moutons mérinos au roi d'Espagne, dont la race était renommée pour sa qualité d'endurance et surtout sa qualité de laine qui était supérieure à celle du mouton français. Ce matin de 13 juillet 1788, Tessier fut témoin à Angerville de ce terrible orage qui dévasta un tiers de la France et qui fut particulièrement très dur et mal supporté dans notre Beauce. Le ciel était jaune, l'atmosphère était lourde, très lourde, un vent, un tourbillon de vent qui se mit à faire un bruit aussi fort que 10 carrosses lancés au galop sur les pavés d'Angerville. Et puis, soudain, un éclair fend le ciel, aussitôt suivi d'un coup de tonnerre de fin du monde. La grêle se met à tomber. Des grêlons. En 6 minutes, la terre est recouverte sur plus de 10 cm d'épaisseur. Le lendemain matin, la population consternée se retrouve sur la place du Martroi. La détresse est dans les cœurs. Cet orage a été peut-être pas une cause de la Révolution, mais elle y a beaucoup participé, car elle a amené une grande partie de la France, et en particulier notre Beauce, dans un état de famine et de misère impossible, incomparable à cette époque. Peut-être que ce n'est pas la seule cause, mais c'est une des choses qui ont favorisé l'éclatement de cette révolution. Le maréchal devait rejoindre l'armée de la Loire et remettre sa soumission au roi. La veille de son arrivée, une estafette vint prévenir les maires d'Angerville et de Domerville qu'ils devaient loger tout un régiment, 22 généraux, toute la nourriture pour la cavalerie, les chevaux, la paille, le foin et même un maréchal pour ferrer les chevaux. Quand cette armée déferla dans nos villages, les paysans avaient été obligés de quitter leur maison. On avait pillé toute la nourriture et en plus maltraités par ces militaires en déroute. Ils se réunirent pour se plaindre aux grilles du château. Mon cher maréchal, voyez-vous dans quel état se trouve la France? Mon cher vicomte, nous unirons nos forces pour chasser l'ennemi. Maréchal Davout, Louis-Nicolas, prince d'Eckmühl, accompagne Bonaparte en Égypte et participe à la campagne de Russie, ministre de la guerre pendant 100 jours. Le 6 juillet 1815, il quitte Paris pour se rendre à Longjumeau.
Le 7 juillet, il est à Étampes. Et le 8 juillet, pressé dans l'armée, il est accueilli dans le château de Domerville par le comte et la comtesse de Ferrières-Sauf-Boeuf. Nous avons fait le nécessaire, que votre séjour soit confortable. Maréchal, tout notre personnel est à votre service, afin que vous gardiez un bon souvenir de votre passage à Domerville. Merci de votre accueil. Ce même jour, Louis XVIII fait son entrée dans Paris. Les commissaires chargés d'intermédiaire entre l'armée et le gouvernement trouvent le maréchal Davout à Domerville. Au reçu de leurs informations, il rejoint son état-major à Angerville avec tous ses généraux. Après de nombreuses protestations de ses chefs les plus dévoués, la décision de se soumettre au roi est prise. Un grand conseil de guerre est alors tenu devant la mairie et une proclamation est élaborée, invitant l'armée à faire sa soumission au gouvernement du roi Louis XVIII. Bien que datée d'Orléans, cette proclamation a bien été décidée à Angerville. Le maréchal Davout réussit à convaincre ses généraux que le seul moyen de sauver la France était de se rallier franchement et promptement au gouvernement actuel. Il aura ainsi une armée à présenter en contrepoids aux ennemis de la France. Cette démarche au service de la patrie lui évite les malheurs d'une guerre civile. Vive la France, vive le roi. Alors, qu'est-ce que t'attends? Ben, la suite de l'histoire. Ah, c'était une belle journée que ce 2 mai 1843. Ah, c'était le premier jour où un train passait à Angerville. Ah, la population est rassemblée à la station de l'arrêt du train, partie boulevard de l'Hôpital, plus tard appelée gare d'Austerlitz, à 8h45. Ah, vers le nouveau pont Lafleur, on peut distinguer un épais nuage de fumée. Et puis, les machines, attelées comme 2 chevaux de trait, ralentissent après une longue plainte de leurs sifflets stridents. La pucelle d'Orléans numéro 14 et la Robert numéro 11 s'immobilisent. Les enfants se sont tus. Les hommes et les femmes médusés, bouche bée. Ah, 6 petites filles se dirigent vers les officiels avec des paniers remplis de petits pains ronds, symbole des ressources de notre pays. Des bouquets de fleurs sont remis aux officiels. Aux dames, le roi Louis-Philippe s'est fait représenter par ses 2 fils. Les 14 voitures sont remplies de l'élite de la société parisienne, des hommes politiques, des savants, des hommes d'affaires. Et puis, il y a eu le discours du duc de Nemours, et puis celui du maire d'Angerville, le docteur François Buisson. François Buisson? Bah, tu connais pas la rue du docteur Buisson à Angerville? Non. Bah, écoute, c'est là à côté. Non mais dis-moi pas que tu connais pas. Bon, enfin, il y avait même la fanfare, hein. Au grand complet, elle faisait sonner tous ses cuivres. C'était fabuleux. Ah, et à partir de ce jour-là, une page de notre histoire nous guide sur les voies de la prospérité
et sur les rails de la sagesse. La France entre en guerre en 1870 suite au communiqué de Bismarck. L'armée française fut détruite en un mois. Pour tenter de débloquer Paris menacé par l'ennemi, une armée de la Loire est constituée. Elle est constituée de bataillons formés de partisans du Gers. D'ailleurs, en Gerville, nous pouvons rendre hommage à cette bravoure gersoise, puisque des volontaires non incorporés, équipés à leurs frais, sont venus nous défendre. À partir de ce jour-là, les Prussiens occupent Angerville. Ils réquisitionnent les maisons pour loger la troupe. Ils réquisitionnent des animaux. Ils pénètrent dans les maisons. C'est l'occupation, c'est la tristesse. Alors, les paysans, malgré ça, le maire d'Angerville, M. Goesmann, qui était alsacien, a réussi, en dialoguant avec le chef des Prussiens, à éviter bien des soucis à Angerville. Mais malgré ça, Madame Meunier, qui habitait tout au bout du pays, dans la maison de l'Ardoise, a eu un matin la désagréable surprise de voir arriver dans sa cour les Prussiens, envahir sa maison, rentrer dans son étable, détacher l'unique vache qu'elle possédait pour l'emmener et la tuer. Grand-mère, viens vite. Ah, surtout mon petit gars, reste là, bouge pas. Oh là 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 là. Ah là 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 là. Pitié, pitié, mais ne tuez pas ma vache. Ah, tuez-moi plutôt. Mais monsieur, c'est ma vie. C'est elle qui a pitance ma maisonnée. Si vous la tuez, tuez-moi aussi. Bon allez, emmenez-la votre vache. Qu'elle vous fasse vivre longtemps. Eh bien, il croyait pas si bien dire, Madame Meunier est devenue centenaire. Tu sais, Madame Meunier, pourquoi elle tenait tant à sa vache? Parce qu'une vache, lorsqu'on possédait une vache dans une maison modeste, ça nous permettait d'avoir la nourriture. Mais qu'avec une seule vache? Une vache, oui, une seule vache. Et ça suffisait pour toute la famille? Eh bien sûr. La vache, elle te donnait le lait, le beurre, le fromage, et c'était la nourriture complète pour toute la famille. Et en plus, dans une maison, quand on pouvait élever un cochon, alors là, c'était merveilleux, parce qu'on avait la viande pour tout le monde. Et en plus, le lard pour faire ce magnifique rata beauceron. Du quoi? Du rata? Enfin, moi je connais la ratatouille, mais le rata, j'ai jamais entendu. T'as jamais entendu ça? Non, 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 non. C'est pas de la soupe, c'est du rata. C'est pas de la... mais ça viendra. T'as jamais entendu ça? Ah non? Eh bien, c'est pas vrai. Parce qu'un rata beauceron, j'aime te dire que c'est bien mijoté, surtout. C'est drôlement bon.
Ça, je t'en avais pas parlé non plus, mais tu sais que c'est important, Angerville, ça. Tu vois là-bas, sur la place qu'on dit place de la Liberté, parce que c'est là qu'a été planté l'arbre de la Liberté jusqu'à la fin du 19e siècle. Et maintenant, depuis le début du 20e siècle, il a été érigé une stèle à la gloire du brigadier d'Ormois. Et cette stèle, elle représente une femme tenant les tables de la loi sur ses genoux. Parce que figure-toi que le brigadier d'Ormois était brigadier à la gendarmerie d'Angerville. La garde d'Angerville venait de lui annoncer que 2 brigands qui avaient fait un hold-up à Orléans étaient descendus à la station d'Angerville et se sauvaient dans les champs. Et donc il fallait qu'ils partent vite pour essayer de les rattraper. Et donc tous les deux, le brigadier d'Ormois et le gendarme Siret, sont partis à bicyclette. Oui, bah c'est sûr, en bicyclette, parce que dans le temps, il n'y avait pas de voiture. Ben, non, il n'y avait pas de voiture. Il y avait des bicyclettes ou à pied, en bicyclette ou dans le train. Tu vois bien, les bandits, ils avaient pris le train. Et alors, donc, nos gendarmes sont partis en bicyclette courir après les bandits. Et arrivés à Bonnerville, ils les ont enfin rattrapés. Et le gendarme d'Ormois les a sommés de s'arrêter. Mais hélas, ils n'ont rien voulu savoir. Ils ont sorti leurs armes, ils ont tiré et ils ont tué le brigadier d'Ormois. Donc le gendarme Siret a tout de suite venu à son secours, mais c'était trop tard. Il a donc dû courir à pied à la gare de Monnerville pour chercher du secours, parce qu'il n'y avait pas d'autre solution, pour essayer de le ramener mort à la gendarmerie d'Angerville. Ce monument honore la mémoire du brigadier d'Ormois. Ces stèles, il n'y en a que 2 en France. Que 2? Une à Angerville et l'autre... Oh bah ça va, hein. Angerville, c'est pas si paumé que ça. Paumé? Paumé toi-même? Angerville, c'est pas paumé, hein. C'est pas n'importe quoi. Angerville, c'est déjà une belle ville. Et c'était, rappelle-toi, sur la route royale Paris-Orléans. Angerville, c'est pas paumé, non, mais... Ah, cette Seconde Guerre, que de tristes souvenirs. Septembre 1939, la fatale nouvelle éclate. La mobilisation générale est déclarée. Tous les hommes sont mobilisés. Et l'hiver 39-40, il fait froid, c'est dur. Je me souviens avoir eu froid aux pieds dans la cour de l'école. Il faisait très très froid. Et l'ennemi est toujours aux frontières. Donc à l'arrière, les gens disent « Oh, quelle drôle de guerre !» On a donc appelé cette guerre la drôle de guerre. Mais le 10 mai 1940, l'armée allemande attaque. Et très vite, l'ennemi gagne du terrain. Le début juin, on annonce que les Allemands sont près d'Angerville. Et donc ce jour-là, le maire fait bastiller qu'il n'est plus responsable de la fourniture d'eau et de la sécurité d'Angerville. Alors là, c'est le grand branle-bas de combat. Tout le monde charge, voitures, vélos, camions, brouettes, tombereaux, tout ce qu'il est possible de faire rouler, et même en brouette. Madame Hiver m'a raconté qu'elle était dans la Creuse, elle a vu arriver Monsieur et Madame Pontel avec leur brouette venue d'Angerville. Et en plus, Madame Pontel avait emmené le costume de mariée de son fils sur la brouette. Donc ça avait fait rire Madame Hiver. Et ça, je me rappelle de tout ça. Mais bon, le 16 juin 1940, grande bataille à Angerville. Le 3e zouave combat jusqu'à la dernière munition. Ils sont obligés de se rendre. Le drapeau est caché dans une grange. Ils sont faits prisonniers et parqués pour une nuit dans l'église d'Angerville. À partir de ce jour-là, les Allemands entrent vainqueurs à Angerville. C'est l'occupation. À partir de ce jour, l'occupation, les privations, les restrictions de toutes sortes, le couvre-feu très tôt, la patrouille qui passe toutes les demi-heures. On n'a plus le droit de rien, ni de sortir, ni d'allumer notre lumière le soir. On est occupé. L'occupation, c'est terrible.
Et bien sûr, ça a duré longtemps. Mais le 6 juin 1944, les Américains débarquent en Normandie. 4 ans, ça a été long. Et j'aime mieux vous dire que 4 ans d'occupation, c'est très, très long. Donc les Américains ont débarqué en Normandie. L'espoir est dans les cœurs cette fois. Et très vite, ils gagnent du terrain. Et le 18 août, à 4 heures de l'après-midi, les premiers Américains entrent dans Gerville. Là, en 5 minutes, tout le monde est en émoi. Et ils annoncent que le lendemain matin, le 19, le gros de la troupe allait arriver. Donc le maire a chargé une petite fille, une fillette, c'était Anne-Marie. Donc, coucou Anne-Marie, coucou dans Gerville. Et chargé une fillette d'aller au-devant des Américains et de leur remettre un bouquet de fleurs. Donc, et de lui dire surtout « You are welcome », de crier cette appellation de bienvenue. Donc, Anne-Marie est sur la grande route, elle attend, mais hélas, ce n'est pas les Américains qui arrivent, ce sont les Allemands qui reviennent, ce sont des chars allemands. Alors très vite, 2 FFI qui étaient dans le passage Saint-Martin attrapent la fillette en lui disant « N'y va pas, c'est les Allemands ». Sauvez-vous, sauvez-vous, c'est les Boches, sauvez-vous! Sauvez-vous, c'est les Boches! N'aie pas peur, viens avec moi, viens. Et donc ils sont cachés, tout le monde a été paniqué de savoir ce qu'elle était devenue, mais elle était bien en sécurité dans une traction des FFI. Donc l'après-midi, il y a eu quelques petites échauffourées avec les Allemands, forcément les drapeaux étaient déjà accrochés aux fenêtres, quelques petits problèmes, mais bon, ils sont partis. Et l'après-midi, là, le gros des Américains est arrivé. Anne-Marie reprend son bouquet un peu défraîchi et va en courant au-devant du premier char américain en lui criant « You are welcome ». Et plus tard, Anne-Marie a appris l'anglais, elle a compris ce qu'elle avait dit. Et donc là, en 5 minutes, la foule est en liesse. Tout est en joie, tout est bien, tout est gai. On danse, on chante, on rit, on s'embrasse. On ne sait plus où on est. En fin de soirée, les jeunes prennent leurs instruments de musique et se mettent à fredonner, à entonner. Nanana, nanana. Quand j'ai entendu cet air, que depuis si longtemps on apprenait en cachette, j'ai compris enfin que ce jour-là, ce que voulait dire le mot libéré. Quel bonheur, cette libération. C'est une fleur de Paris, du vieux Paris qui sourit, car c'est la fleur du retour des beaux jours. Pendant 4 ans, le beau temps, elle a gardé ses couleurs, bleu, blanc, rouge avec l'espoir, la fleurie, c'est une fleur de Paris, c'est une fleur.
J'y vais? Ben oui, c'est maintenant. Bon bah... Au revoir. Ben au revoir, allez, 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 file, allez, 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 allez. La